dans le pronostic est vraiment dépendant du développement des pathologies auto-immunes et surtout le lymphome. Alors, en se basant, donc c'est une maladie essentiellement des glandes exocrines, donc en se basant sur les données requises sur les glandes exocrines et essentiellement sur les glandes salivaires, le Sjögren est qualifié comme épithélite auto-immune qui survient chez des sujets prédisposés génétiquement et suite à un événement stressant, essentiellement les virus épidiétropes. Il y aurait une altération des cellules épithéliales avec sécrétion d'interférons et libération d'auto-antigènes, créant ainsi un micro-environnement inflammatoire. Alors, il y aura une libération d'auto-antigènes et dans un micro-environnement inflammatoire, ces auto-antigènes seront présentés aux lymphocytes autoréactifs. Alors, les lymphocytes TCD8 vont amplifier l'altération de la cellule épithéliale en sécrétant des cytokines, des microgranules cytotoxiques. Les lymphocytes B vont par contre produire et synthétiser des auto-anticorps. Il y aura une formation de compleximents. Ces compleximents seront capturés par des cellules dendritiques plasmacytoïdes qui vont davantage sécréter de l'interféron. Ce dernier va encore amplifier la sécrétion d'auto-anticorps. En fait, il s'agit d'un cycle auto-humain, auto-entretenu. Avec l'évolution de la maladie, l'évolution du Sjögren, il y aura un recrutement de plusieurs populations cellulaires à prépondérance lymphocytaire B. Et sous l'influence de certains facteurs, ils vont s'organiser en des structures organisées qu'on appelle le centre germinatif. Il s'agit de centres germinatifs ectopiques puisqu'ils sont développés au niveau local, au niveau de la cellule épithéliale. C'est au sein de ce centre germinatif qu'il y aura une amplification, une expansion des lymphocytes B sous l'influence de plusieurs cytokines, essentiellement le BAF. Il y aura une amplification et une sécrétion d'auto-anticorps à haute concentration et de grande affinité. En fait, tout ce qu'on a expliqué au niveau épithélial s'observe cliniquement par une augmentation du volume des glandes salivaires. Alors, chez certains patients présentant certains facteurs de mauvais pronostic, cela peut évoluer vers un état malin, ce soit des hémopathies le plus fréquemment, mais aussi des cancers solides. Alors, plusieurs études ont abordé l'association du Sjögren avec les hémopathies. C'est vrai que le risque diffère entre les études. Cela peut être expliqué par déjà la nature des populations. C'est surtout plus fréquent chez les populations asiatiques. Aussi la méthodologie choisie et aussi la durée de suivi qui est très importante. Néanmoins, toutes ces études confirment le risque accru pour le lymphome non-Hodgkinien, pour le myélome multiple et à moindre degré les leucémies. En fait, ces données renforcent l'idée que le Sjögren est une pathologie systémique, certes, mais avec des risques oncologiques très significatifs. Là, je vous présente une étude taïwanaise menée en 2015 sur 7800 patients Sjögren suivis pendant 3 ans et demi, qui a quand même comparé les cas observés par rapport aux cas attendus dans la population générale. Et ben, le risque a été significativement élevé pour le lymphome et le myélome multiple. Néanmoins, la durée de survie, 3 ans et demi, qui est quand même relativement courte, où certains cancers qui nécessitent plus de temps pour se développer ne seront pas couverts. Une autre étude, toujours au Taïwan, en 2017, portant sur 16 000 patients Sjögren versus 65 000 sujets contrôle. Il s'agit d'une analyse comparative de l'incidence cumulative du lymphome dans une population Sjögren par rapport à une population générale, suivie pendant 11 ans. Alors, le risque de l'incidence cumulative est significativement plus élevé, avec une durée moyenne d'apparition du lymphome estimée
à 4 ans et demi pour le Sjögren versus 6 ans et demi pour la population générale. Là aussi, 11 ans, c'est quand même aussi relativement lent. Donc d'autres facteurs aussi peuvent survenir, différés, qui peuvent survenir sur le risque de développement de lymphome. Donc les durées de suivi sont importantes dans ces études d'association. Je vous présente également la plus grande étude européenne qui est basée sur les données de la base nationale française de santé. C'est la plus grande étude européenne de l'étude de l'incidence des cancers en général par rapport au Sjögren, au cours du Sjögren. Alors, elle a été menée en 2022, plus de 27 000 patients Sjögren, comparé à plus de 250 000 sujets contrôles, suivis pendant 9 ans. Eh bien, le risque de lymphome a été confirmé, ainsi que la macroglobulinémie de Waldenström, et aussi le risque intermédiaire de leucémie. Le risque de myélome multiple n'a pas été soulevé. En fait, même dans la littérature, le risque de myélome multiple est hétérogène par rapport aux résultats de la littérature. Eh bien, par ces constats épidémiologiques, confirment le lien entre lymphome et Sjögren et soulèvent une question par rapport aux mécanismes physiopathologiques qui pourraient l'expliquer. Alors, cette transition du contexte auto-humain vers le lymphome est un processus à plusieurs étapes, mais il est centré sur la stimulation antigénique chronique. Alors, il y a une stimulation antigénique chronique, formation d'auto-anticorps, donc c'est des complexes humains qui passent au niveau du centre germinatif sous l'influence de plusieurs facteurs, essentiellement une hypersécrétion du BAF, et une surexpression aussi d'activation de NF-κB, aussi une diminution de l'immunité antitumorale et une perte de contrôle immunitaire généralement d'origine génétique, c'est les mutations. Tout ça peut contribuer à l'échappement précoce lymphomateux. Donc la transition est un processus bien sûr à plusieurs étapes où la stimulation antigénique chronique joue un rôle clé. Donc, on a la stimulation antigénique chronique, l'infiltration cellulaire au niveau local, au niveau de l'épithélium de la glande, la sécrétion de cytokines inflammatoires maintient un micro-environnement inflammatoire qui va induire dans un premier temps une prolifération polyclonale des lymphocytes B. Le BAF, qui est une cytokine qui assure la survie des lymphocytes B, leur différenciation également, mais quand elle est associée à une stimulation chronique antigénique, elle peut favoriser une transformation oligoclonale des lymphocytes B. Donc, surtout par une stimulation restreinte de certaines immunoglobulines. Et au cours de la transformation des lymphocytes, de la différenciation des lymphocytes B dans un centre germinatif, les immunoglobulines subissent plusieurs mutations somatiques, plusieurs recombinaisons et changements d'isotype. En fait, ces événements peuvent accroître des translocations d'oncogènes, essentiellement, bien sûr, le BCL2, donc, qui pourrait aussi favoriser la transformation monoclonale des immunoglobulines. Ces translocations répétitives, fréquentes, associées à une diminution de l'activité suppresseur de tumeurs, assurée essentiellement par le P53, tous ces facteurs peuvent contribuer à la différenciation d'un lymphome MALT de bas grade vers un lymphome MALT de haut grade. Alors, plusieurs facteurs ont été identifiés comme biomarqueurs qui peuvent détecter cette transition lymphomateuse. Alors, il s'agit de biomarqueurs cliniques, sérologiques et histologiques. Pour la clinique, il s'agit surtout des épisodes récurrents de parotidite, mais aussi des purpura palpables et des ulcères de jambes, ainsi que les neuropathies périphériques. Les lymphodénopathies, en fait, c'est un peu le marqueur le plus fiable, le plus documenté, puisqu'il reflète l'activité lymphocytaire. Pour les critères sérologiques, alors la présence d'une immunoglobuline monoclonale au niveau sérique et urinaire, de cryoglobuline mixte de type 2, et associée ou pas à une hypocomplémentémie essentiellement portée sur le C4. La biopsie des glandes salivaires a révélé également quelques marqueurs qui peuvent détecter précocement cette transition, essentiellement un score focus supérieur à 3. Alors, à côté de ces critères classiques, d'autres biomarqueurs ont été proposés.
Essentiellement, en fait, ils impliquent les molécules impliquées dans la formation du centre germinatif. Donc, essentiellement, les taux des cytokines et certaines chimiokines, l'interféron, le CXCL13 et le CCL11. Mais aussi des variants génétiques qui seraient du BAF, du TNF-alpha-3, qui seraient associés à cette transformation lymphomateuse. En fait, cette détection a un intérêt, c'est d'essayer d'identifier des patients à haut risque, afin de peut-être guider la thérapeutique, mais aussi renforcer l'évaluation clinique, radiologique et biologique. Alors, qui sont ces patients à risque? On parle de plus de 5% de patients qui peuvent passer au lymphome. Comment les détecter pour mieux les prendre en charge? C'est un travail mené en 2024 du Lancet Rhumatologie qui vise à clustériser les patients Sjögren. En effet, la clusterisation dans les maladies auto-immunes actuellement est tendance. Elle est aussi basée sur des critères assez compliqués. L'originalité de ce travail est que cette clusterisation est basée sur des critères cliniques et biologiques de pratique courante. De ce travail, on découle 3 clusters on a étudié le risque de développement du Sjögren ainsi que le risque de mortalité. Il était associé au cluster qui avait l'activité la plus élevée, l'activité systémique et biologique. Donc, c'est vrai que la fréquence d'association avec les hémopathies est la plus documentée, la plus fréquente, mais il faudrait considérer quand même le risque de développement du cancer solide. Alors, une étude menée en 2020, suivie de 6300 patients Sjögren par rapport à 5 millions de sujets contrôle, qui objectif un risque accru du cancer de la thyroïde, de la sphère ORL et du poumon chez les hommes. Alors, plusieurs études ont également abordé cette association avec les tumeurs solides et confirment le risque de développer les cancers de la thyroïde essentiellement et la sphère ORL. Toujours avec la fameuse étude, la plus grande étude européenne, française, sur plus de 25 000 sujets Sjögren, qui aussi confirme le risque de la thyroïde, le cancer de la thyroïde. En fait, le risque de la cancer de la thyroïde, il faudrait aussi prendre en considération l'association du Sjögren avec l'Hashimoto, qui, elle, classiquement, elle est aussi liée à un cancer. Donc, il faut prendre cette notion en considération. Donc, la thyroïde, elle n'a pas confirmé, par contre, l'association au poumon. Les données, en fait, les plus intéressantes de cette étude est qu'elle a mis en évidence une sous-incidence du cancer du sein. À tous les stades, sauf le cancer in situ. Ce constat n'est pas propre à cette étude, il a déjà été révélé par d'autres études, essentiellement européennes, ou on a une étude suédoise qui a étudié le risque du cancer dans plusieurs pathologies. Le risque le plus faible a été lié à la maladie de Sjögren. Une méta-analyse également qui a visé à étudier le risque d'incidence du cancer et du sein et le risque de mortalité au cours du Sjögren, a également révélé que les résultats étaient quand même hétérogènes entre les études. Néanmoins, le risque global n'était pas associé à un risque d'incidence, ni en termes d'incidence, donc ni en termes de risque de mortalité. Donc, tous ces constats épidémiologiques, surtout les données les plus intéressantes par rapport aux tumeurs solides, c'est la sous-incidence du cancer du sein. C'est une approche épidémiologique qui peut suggérer un éventuel mécanisme immunocontrôle du cancer au cours du Sjögren. Donc, c'est un peu les altérations immunologiques au cours du Sjögren qui pourraient conférer un rôle protecteur au cours de la progression du cancer du sein, puisque les cancers in situ n'étaient pas différents avec la population générale. Tout en soulevant, bien sûr, des interactions bidimensionnelles entre les deux pathologies, entre le Sjögren et le cancer du sein, puisqu'en clinique, on observe qu'après un cancer du sein, les patients peuvent développer des maladies auto-immunes, y compris le Sjögren. En fait, ce mécanisme d'immunocontrôle supposé du Sjögren par rapport au cancer du sein
est favorisée par une diffusion de l'auto-immunité anticancéreuse. Donc tout ce qui était nuisible dans un contexte auto-humain, les médiateurs, les auto-anticorps, les lymphocytes autoréactifs, deviennent avantageux dans un contexte tumoral. Ils peuvent contribuer à l'élimination des cellules précancéreuses et même cancéreuses. Ceci est également favorisé par la proximité anatomique entre les glandes salivaires et les glandes mammaires, et aussi la similitude tissulaire entre les deux glandes, puisqu'on a déjà documenté que au cours du Sjögren, en dehors d'un syndrome tumoral, le tissu mammaire présente les mêmes infiltrats qu'on présente au niveau des glandes salivaires. En fait, le lien est un peu complexe entre le cancer du sein et le Sjögren. Il rejoint en fait la complexité du lien du cancer avec une maladie, dans un contexte de maladie auto-immune et une immunité antitumorale. Et reste à documenter en fait pour peut-être ouvrir d'éventuelles recherches sur le traitement des cancers du sein. Donc je conclus par le risque est confirmé par rapport aux hémopathies B. La pathologie est en cours de dénombrement. Par rapport au cancer solide, ces données sont à explorer, sont à documenter, et je soulève l'intérêt des approches épidémiologiques qui peuvent orienter dans les approches physiopathologiques. Je vous remercie.